Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui j'essaye quelque chose de nouveau. Donc je vais faire une petite capsule vidéo en fait basée sur un diaporama que j'avais utilisé le mois dernier pour un webinaire que j'ai donné. Le but c'est que ce soit le plus court possible pour vous présenter des éléments qui peuvent être pertinents pour vous. Si ça vous plaît, dites-moi, je verrai si je peux en refaire. Sinon, ne cliquez pas. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la corrélation de la causalité. Donc c'est des choses qui sont souvent confondues dans la vie quotidienne pour des raisons tout à fait normales. C'est que on a tendance à faire des liens dans notre cerveau, donc à créer des liens entre des choses qui parfois n'en ont pas. Donc c'est un biais cognitif qu'on appelle le Kumuk ergo propterok, donc un mot barbare pour désigner cela. Donc quand il y a une corrélation, c'est-à-dire que deux éléments sont liés l'un à l'autre, d'accord, que par exemple on trouve que les gens qui ont des douleurs ont les muscles du visage tendus, ça ne veut pas forcément dire que l'un est la cause de l'autre, ça ne veut pas forcément dire que ceux qui ont le visage tendu, ça leur cause des douleurs, ou que les douleurs causent le visage tendu. Ça peut être par exemple des corrélations dues au hasard. Tous les éléments que je vous dis là, je vais y venir dans les diapos qui suivent. Ça peut être l'un cause l'autre, ça peut être une conséquence, ça peut être à la fois une cause et une conséquence, ça peut être un facteur de confusion qui est présent, ou peut même y avoir un médiateur qui intervient. Donc je vous explique tout ça tout de suite. Donc une corrélation du hasard, je vous ai pris un exemple assez pertinent du site de Tyler Vigen. Donc c'est un site où il y a beaucoup de corrélations amusantes. Il en a même fait un livre. Et par exemple, on trouve dans ce site-là que le nombre de décès dans les piscines, noyés dans les piscines, est corrélé à la sortie des films de Nicolas Cage. Donc évidemment, je ne crois pas que les gens se suicident après avoir vu un film de Nicolas Cage en allant se noyer. De la même manière, le graphique que je vous présente là, il a montré qu'on a corrélé l'âge de Miss America avec le nombre de meurtres annuels par vapeur chaude et objets bouillants aux États-Unis. Donc je ne sais pas comment on pourrait attribuer l'un à une cause de l'un à l'autre. À vous de me dire si vous en voyez une. Donc évidemment, ça peut être une cause. Alors là, j'ai pris la posture et la douleur. C'est deux choses qui n'ont pas été montrées causales, qui n'ont même pas montré été corrélées, mais c'est souvent que je vois chez mes confrères kinésithérapeutes qu'on pense que l'un à cause de l'autre. Donc j'ai pris ces exemples-là. On a vu qu'il y avait une corrélation une fois dans une revue systématique sur la perte de lordose lombaire et la lombalgie. C'est loin d'être avéré. Cette revue systématique n'était pas forcément géniale. Enfin, surtout qu'il y avait des problèmes essentiels, c'est qu'elle manquait des études importantes sur le sujet. Donc, est-ce que la posture cause la douleur, ou est-ce que éventuellement la douleur cause la posture, et donc du coup la posture serait une conséquence, on aurait quand même cette corrélation entre l'un et l'autre. Ou alors il y a même une relation cause-effet bidirectionnelle, par exemple une posture particulière peut causer une douleur qui après cause un changement dans cette posture, ou même l'inverse, une douleur peut causer un changement dans la posture qui devient une cause secondaire de la douleur. Donc c'est tout à fait plausible. On va voir comment on fait pour établir une causalité tout à l'heure dans la dernière diapo, où je vais parler de critères de Bradford-Hill. Il peut aussi y avoir l'existence d'un facteur de confusion, c'est-à-dire que c'est un facteur qui vient causer à la fois le changement de la posture et à la fois causer la douleur. C'est possible, hein, éventuellement, hein, c'est quelque chose de tout à fait plausible. On pourrait penser que la nociception, par exemple, on l'a vu dans des données expérimentales en injectant de l'eau salée hypertonique. Bien que ce soit difficile de différencier de la douleur, mais quand même, on a quand même montré que la nociception pouvait intervenir sans douleur et que ça, quand changeait un changement dans la contraction musculaire, que ça crée un réflexe qu'on dit nocifensif, les muscles se contractent où il y a un réflexe de retrait.
Donc la nociception pourrait éventuellement causer un changement de posture par ce réflexe nocifensif ou par un autre réflexe, on ne sait pas, ou même juste par ce que le cerveau inconsciemment vienne changer la posture exprès pour diminuer cette nociception. Et du coup, après, cette nociception pourrait éventuellement causer des douleurs. Donc ce qui pourrait expliquer des fois que la posture intervienne avant un changement de posture intervienne avant des douleurs, ou qu'au contraire, de la douleur intervienne avant un changement de posture. Ça pourrait tout à fait être plausible, et du coup, les deux ne seraient pas reliés. Par exemple, des exercices visant à changer la posture pourraient tout à fait avoir un effet sur la douleur, parce qu'on vient jouer sur la nociception. Par exemple, en faisant de l'exercice physique, en faisant les étirements, on vient inhiber la nociception. Donc c'est intéressant de prendre tout ça en compte. Et il y a un autre truc qui est encore plus intéressant, c'est l'existence de médiateurs. Donc l'existence de médiateurs, c'est super pratique pour nous. Imaginons qu'on a un facteur qu'on ne peut pas changer. Imaginons que la posture soit tout à fait inchangeable. Et ça, c'est possible aussi, parce que jusqu'à présent, je ne sais pas si on a vraiment réussi à montrer un changement de posture, à part pour les cervicalgies, en tout cas la posture de la tête penchant la tête en avant. Là, on a vraiment réussi à montrer un changement de cette posture-là, par des exercices de contrôle moteur. Donc, imaginons qu'on ne puisse pas changer la posture. Je crois que on a vu ça par exemple au travail. Les gens, souvent, ils soulèvent le dos rond, hein, c'est normal, et c'est le truc qui leur dépense le moins d'énergie. Au bout d'un moment, ils sont bien obligés d'utiliser ça. Et donc, ils soulèvent le dos rond, on ne peut pas changer ça. Par contre, ce qu'on peut changer éventuellement, c'est le médiateur. C'est-à-dire que pour que la posture déclenche une douleur, éventuellement, ce qu'il faudrait faire, du coup, c'est que la posture génère plus de charge que ce que les tissus peuvent supporter. Et donc nous, on pourrait jouer là-dessus éventuellement. Imaginons que la posture soit causale, et encore une fois, ça n'a pas été établi. Donc ça veut dire que si on peut changer la capacité des tissus pour qu'ils supportent plus de charge, eh ben on peut totalement bloquer les effets de la posture, les effets négatifs. Donc c'est-à-dire que la posture générerait de la charge, mais pas assez pour dépasser la nouvelle capacité de tissu qu'on a augmentée. Et donc, pas de douleur. Donc là, je vais vous parler des critères de causalité de Bradford-Hill. Donc Bradford-Hill, il a créé des critères en 1965, donc c'est pas tout jeune, et donc vous verrez que ça explique peut-être pourquoi certains critères sont pas si pertinents que ça. Donc ces critères, ils sont pas immuables, hein, c'est-à-dire qu'on peut avoir tous les critères présents, et quand même ne pas avoir de causalité avérée. Ou même qu'aucun des critères est présent, et pourtant il y a un lien de causalité. Alors c'est encore plus vrai parce que, par exemple, comme tout ce que je vous ai montré tout avant, il y a des facteurs de confusion, il y a des médiateurs, tout ça, et puis des causes-effets bidirectionnels, c'est-à-dire que cause et conséquence à la fois, tout ça, ça vient totalement perturber nos analyses statistiques, biologiques. Il y a tellement d'autres facteurs qui entrent en jeu, ça devient compliqué. Donc, éventuellement, l'absence de tous ces critères-là n'exclut pas une causalité. Ça vient diminuer la probabilité. Et la présence de tous ces critères vient créer une grosse probabilité qu'il y ait une causalité. Donc, les critères, je vais vous les détailler un petit peu rapidement. C'est une corrélation forte, c'est-à-dire que quand on a par exemple une posture en perte de lordose lombaire, si on veut dire qu'il y a une causalité, il faut que ça augmente beaucoup les chances qu'on ait une douleur. Donc si une perte de lordose lombaire augmente les chances de 5% d'avoir des douleurs, ou plutôt les risques, je suis pas sûr qu'on puisse dire qu'il y a une corrélation forte en tout cas, surtout vu tout ce qu'on sait concernant les corrélations hasardeuses. Et donc par contre si avoir une perte de lordose lombaire multiplie par 7 les chances d'avoir une douleur, là éventuellement oui effectivement on peut dire ouais quand même, il faudrait peut-être qu'on voit s'il n'y a pas de causalité. Et il faut que la corrélation, deuxième critère, elle soit stable dans le temps. C'est-à-dire que faut que dans toutes les études, on trouve une corrélation. Si on trouve une corrélation dans une étude, puis pas dans une autre, puis on trouve chez certaines personnes mais pas chez d'autres, peut-être que c'est juste des corrélations hasardeuses et qu'on les a tellement étudiées qu'on a fini par trouver des choses. Il faut qu'il y ait une relation dose-effet. Exemple type là, du coup, moins on a de lordose, plus on a de douleur. D'accord. Et plus on a de douleur, plus on a de moins on a de lordose. Donc c'est un critère qui vient pencher en faveur du fait que la posture soit une cause, par exemple.
Là, en l'occurrence, je vous le dis encore, on n'a pas montré ça. Mais c'est toujours possible, mais vraiment peu probable. Critère de temporalité. Éventuellement, il faut le critère présent, le facteur, pour qu'il soit la cause de la douleur, par exemple, il faut qu'il soit avant. Hein. Si on a un changement de posture, une perte de lordose lombaire, après la douleur, on ne peut pas dire que la perte de lordose soit la cause. Faut que ce critère-là, la spécificité de l'association, c'est un des critères peut-être les moins pertinents. C'est-à-dire qu'en gros, il faut que par exemple le changement de la posture ne cause que la douleur. Donc ce critère-là, on rappelle que Bradford Hill, c'était 1965, il n'a pas réfléchi à tout, il n'avait pas de nos connaissances actuelles, c'est pas un critère vraiment, puis il était sûrement sur un domaine bien spécifique, c'est pas un critère qui est très pertinent en soi. On peut avoir un facteur qui cause beaucoup d'autres choses différentes. Par exemple, le tabac, il peut causer des troubles cardiaques, des troubles visuels, des troubles de cicatrisation osseuse, la douleur. Donc c'est éventuellement là, ce critère-là est pas top. Il faut qu'il y ait une plausibilité biologique. Et ça, on l'associe avec le deuxième, cohérence biologique, c'est-à-dire que tout est cohérent. Donc plausibilité biologique, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait il faut que, de ce qu'on connaît de la science actuelle fondamentale, faut que ce soit explicable. Hein. Mais il y a quand même un problème avec ce truc-là, c'est qu'on ne sait pas tout actuellement. Et donc éventuellement, on peut passer à côté de choses. Hein. C'était le cas par exemple en 99 où le bonhomme John Sarno, il disait à tout le monde que leur douleur venait de leur tête. Les médecins à l'époque, ils disaient mais il est fou celui-là. C'est absolument pas plausible. On a vu qu'aujourd'hui, même si ce qu'il disait Sarno, c'était de la pseudoscience, finalement on a vu qu'il était moins loin de la vérité que les autres. Donc la cohérence biologique, c'est la même chose que la relation dose-effet, hein, finalement. C'est que au fur et à mesure des expériences, on trouve toujours la même chose. La présence de données expérimentales, c'est-à-dire que en gros, il faut qu'il y ait des études qui montrent cette corrélation. Il faut aussi qu'il y ait des études qui montrent que si on change le facteur, on change la douleur. Par exemple, si on change la posture, il faut qu'on arrive à montrer que ça puisse permettre d'avoir un effet sur la douleur, au moins le risque de déclencher les douleurs. Et le dernier critère, c'est un critère un peu pourri lui aussi, c'est l'analogie, c'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse trouver quelque chose de similaire, une autre causalité similaire, et qu'on puisse faire une analogie. Alors ça relève plus de l'imagination que de la recherche, mais je suis pas sûr que ce soit ça. Donc tout en bas, là, la référence que je vous ai mis, c'est un papier qui discute de l'intérêt des critères de Bradford Hill. Donc ces critères sont pertinents, mais comme je vous ai dit, ils permettent que éventuellement de mettre des plausibilités, des probabilités, et c'est pas parce qu'on a tous ces critères-là qu'on a une causalité, et c'est certainement pas parce qu'on a l'absence de tous ces critères-là qu'on peut écarter toute causalité. Mais c'est de la probabilité. Et est-ce que c'est important de s'accrocher à cette notion de causalité si on a vraiment très peu de probabilité que ce soit vrai? Je ne sais pas. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Donc si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'écrire, m'envoyer un mail, faites comme vous voulez. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que je verrai si j'en referai.